De Gaulle. Qui était-ce? Qu'en reste-t-il? Oubli, indifférence, dévotion? Est-il seulement un personnage historique, enfoui dans la poussière du siècle, ou au contraire est-il encore vivant dans nos esprits, comme une ombre qui impose toujours sa présence? En pensant à ce qui arrivera quand De Gaulle aura disparu, je vous dis ceci. Ce qui est à redouter, à mon sens, ce n'est pas le vide politique, c'est plutôt le trop-plein. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Il est 9h39. Le général de Gaulle est mort ce matin à Colombey. Je n'ai pas d'autres détails. Je pense que dans quelques minutes, il y aura peut-être par nos confrères des agences ou bien par nos correspondants d'autres détails. Donc je vous confirme cette nouvelle, la mort du général de Gaulle. 9h39, d'autres informations. Vous savez, lorsque de Gaulle est mort, il fallait d'abord faire la liste de tout ce qu'il ne fallait pas faire comme dessin. Naturellement, pas dessiner de Gaulle, naturellement, pas de plaisanterie, naturellement, pas de calembour. Bon. Donc un dessin sans parole. Donc qu'est-ce que c'était? C'était quelque chose de grand qui était tombé. J'ai pensé d'abord à une colonne par terre et brisée. Puis j'ai pensé qu'un arbre, c'était plus spectaculaire, graphiquement. J'ai donc fait cet arbre. Moi, j'ai fait un arbre. Et un jour à la télé, peu de temps après, Madame Baudrier interviewait Monsieur Malraux, qui avait écrit Ces chaînes qu'on abat. Et elle lui a dit, pourquoi ce titre? Alors il a dit, il y a le vers de Victor Hugo, et puis il y a le dessin de faisan. Et depuis, tout le monde me dit, tu sais pas dessiner les chênes. Mais moi, j'ai jamais voulu dessiner un chêne. C'est pas un chêne, ça, c'est un arbre. Française, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. La nuit et la pluie enveloppaient l'Arc de Triomphe lorsque des milliers d'hommes et de femmes se sont trouvés réunis dans une même pensée. Entre l'appel de juin 40 et ce jour de deuil national, tant d'événements retentissants ont marqué l'histoire de la France et la vie de Charles de Gaulle que sa légende ne pourra que se prolonger très loin dans l'avenir. Le général de Gaulle était mort, il y avait un rassemblement à l'Étoile. Ben, il me semblait que c'était ma place et puis je crois qu'on a été nombreux à penser la même chose. C'est terrible, une foule silencieuse, ça vous prend aux tripes. Et il n'y avait pas de bruit, on sentait qu'ils avaient perdu leur père. À Colombey, les deux églises, ces obsèques se sont déroulées selon le cérémonial qu'il avait fixé dès 1952. Les hommes et les femmes de France pourront, s'ils le désirent, faire à ma mémoire l'honneur d'accompagner mon corps jusqu'à sa dernière demeure. Mais c'est dans le silence que je souhaite qu'il y soit conduit. Avant le 9 novembre 70, Colombey, les deux églises étaient déjà un village différent des autres. Depuis la mort du général de Gaulle, Colombey est devenu un des hauts lieux du souvenir. Alors je dis, on va y aller. N'importe comment, le mieux qu'il y a à faire, c'est de se réunir, si les uns vont à droite ou à gauche, on se réunit ici. Pourquoi viennent-ils, ces visiteurs, mi-touristes, mi-pèlerins? Ils sont plus de 100 000 cette année à se rendre à Colombey les deux églises. Depuis sa mort, la popularité du général de Gaulle n'a cessé de croître, au point qu'aujourd'hui, 3 Français sur 4 le placent en tête des personnages qui ont marqué l'histoire du XXe siècle. Dans la mémoire de tous, de Gaulle est d'abord l'homme du 18 juin, le général rebelle, le visionnaire qui, en 1940, avait compris le sens véritable du dernier conflit mondial. Actuellement, à Colombey, les deux églises, on vend ça comme... Oui, c'est la place vraie pour lui. C'est-à-dire entre la terre et le ciel, avec les neiges et le soleil. Pourquoi pas? Est-ce que je peux le prendre comme un souvenir? بكل سرور. شكرا لأنه أنا بالنسبة لي Merci beaucoup. يعني صديق قديم. Pour moi, c'est un objet symbolique d'un homme à qui je suis très attachée. Et je la mettrai dans mon bureau.
وقائد ليس قائدا فرنسيا. Pour moi, le général de Gaulle n'est pas seulement un dirigeant français. هو قائد عالمي. C'est un dirigeant mondial, universel. Je pense que de Gaulle était parmi, encore une fois, les 4 ou 5 personnes de notre siècle qui changeaient le destin français clairement et peut-être mondial à la même temps. Dans la capacité personnelle, sans aucun doute, qui était parmi les plus grandes, avec Gandhi, peut-être avec Mao Tse-tung, Lénine, Churchill, Ben-Gurion, Roosevelt. En juillet 1972, j'ai été le premier ministre des Affaires étrangères d'un pays membre de la communauté à être reçu officiellement par Mao. Et j'ai été extrêmement surpris que Mao m'accueille en me disant « Pourquoi avez-vous laissé mourir le général de Gaulle? C'était une des très rares personnes que je voulais rencontrer. » Il voyait encore la France à travers de Gaulle. Quand de Gaulle est mort, on a dit qu'il allait y avoir un grand service pour sa mémoire dans la cathédrale d'Accra. Et on a demandé à l'ambassadeur de France de venir prendre la parole. Alors, l'ambassadeur de France a parlé d'abord en français, donc évidemment personne ne comprenait. Puis il a recommencé son discours en anglais. Et à ce moment-là, toute cette énorme cathédrale, je sais bien que c'était en Afrique, s'est mise à sangloter, à pleurer. Ces gens qui avaient jamais vu de Gaulle de leur vie, qui avaient, quel lien est-ce qu'ils avaient eu? Eh bien, ils pleuraient, ils sanglotaient. Si de Gaulle a survécu dans la mémoire de ses contemporains, il est mort pour les nouvelles générations. Pour les jeunes, c'est déjà de l'histoire ancienne. Mais comme toute histoire, il faut la découvrir, l'apprendre. C'est dans les collèges, sur les bancs des écoles, au hasard d'une promenade qu'ils le rencontrent. Le général de Gaulle, bon, ils en auront entendu parler dans leur scolarité, et c'est vrai que pour les élèves, c'est un personnage qu'ils déjà ne connaissent pas quand ils arrivent. Un élève de 15 ans, par exemple, la moitié, c'est vrai, n'ont jamais entendu parler du général de Gaulle. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés dans les industries d'armement que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie. On a perdu une bataille, mais on n'a surtout pas perdu la guerre. Rien n'est perdu parce que le conflit va obligatoirement se mondialiser. Il apparaît d'abord comme un résistant, parce que les élèves qui connaissent le général de Gaulle le connaissent comme un résistant. Donc c'est vrai qu'on insiste énormément sur le rôle qu'il a joué dans la Seconde Guerre mondiale. Il apparaît comme étant l'homme de la résistance. Quel est le terme qu'on va employer ici? Il faut s'unir, oui, il faut résister. La France était devenue un État de non-droit. Donc il a fallu nous combattre le gouvernement de Pétain. Mais combattre, ça ne suffit pas. Il fallait aussi donner l'exemple. Par exemple, eh bien, la résistance française a toujours pris un soin féroce, on peut dire, de faire en sorte que ces actes ne nuisent pas à la population. Et ce souci permanent a formé les individus à des comportements complètement nouveaux. Quand on pratique de tels actes, de tels comportements pendant un temps long, l'organisme, l'individu, prend l'habitude. Et nous avons donc fabriqué des individus dont la mentalité, dont l'éthique et dont les comportements étaient nouveaux pour la société française. Le 30 juin 1940, je me présente au général de Gaulle. J'avais entendu la conclusion de l'appel du 18 juin. Il y avait à Londres une structure frêle, mais française. Je m'attendais à entendre la répétition de l'appel. Eh bien, voici textuellement les mots que le général de Gaulle a prononcés devant moi. Si Hitler avait dû venir à Londres, il y serait déjà. Cette guerre est une guerre mondiale. Il ne dit pas cette guerre sera une guerre mondiale.
Il dit cette guerre est une guerre mondiale, elle est par conséquent un problème terrible mais résolu. Il reste à ramener du bon côté, non pas des Français, mais la France. On a peu à peu compris que cet homme, qui était un noble, général de Gaulle, qui était un militaire d'active, et donc quand même portait la séquelle de l'échec de l'armée française de 40, était un homme qui avait une valeur, qui était estimable. Et l'apparition du général Giraud sur la scène politique, lorsque les Américains ont occupé l'Afrique du Nord début novembre 1942, contre De Gaulle, autrement dit, on rejetait celui qui avait été le premier combattant pour y mettre un général à 5 étoiles qui était certainement fort honorable, mais dont la résistance, à ce moment-là, ne voulait strictement pas. Elle ne voulait pas qu'on lui impose un homme qu'elle ne connaissait pas. Et donc, à ce moment-là, il y a eu un basculement de la résistance tout entière vers De Gaulle. Et à ce moment-là, effectivement, on a parlé de gaulliste. The meeting of General Giraud and General de Gaulle with President Roosevelt and Prime Minister Churchill is one of the dramatic moments of the conference. Charles de Gaulle, leader of the fighting French. Henri Giraud, hero of the French army. Sa popularité posthume, De Gaulle la doit sans doute au caractère exceptionnel de son aventure, à son combat solitaire. Il lutte même contre son propre camp pour rester fidèle à la tâche qu'il s'est assignée. Durant la guerre, il affronte le président des États-Unis qui le tient pour un apprenti dictateur. Et en novembre 1942, les Américains veulent évincer De Gaulle. La séduction que De Gaulle exerce sur les Français provient aussi de ce qu'il est un personnage inclassable. À ce titre, son premier voyage officiel aux États-Unis durant l'été 1944 prend valeur de symbole. De Gaulle, accueilli froidement à Washington, est ovationné à New York dans les quartiers populaires qu'il visite en compagnie du maire démocrate Fiorello LaGuardia. General Charles de Gaulle, I'm happy and proud to welcome you to the city of New York. You, who are the symbol of fighting France, of liberty-loving France. You, General de Gaulle, who stood by from the very beginning, who we know will stand by to the very end. Vive la France! Vive la France! Vive la France! Vive la France! I thank you very much, Mr. Mayor, and you all, for your exceptionally good and friendly reception. Good luck to you all in the war, and after the war in the peace. Good luck to you soldiers. Good luck to you all, men and women, working for the democracy, for the liberty, for the victory. Good luck to you. Long life to New York and to American people. Historiquement, on peut dire que De Gaulle est l'homme du salut quand tout est perdu et il est l'homme de la grandeur quand tout est sauvé. De Gaulle a toujours encouragé les mythes nationaux, ce mythe de la France résistante dans sa immense majorité, de même que dans les années 60, les succès économiques vont être utilisés comme un mythe mobilisateur pour faire croire les Français à cette mission de la France qui se poursuit et à la grandeur possible qui doit être maintenue. Comment les Français auraient-ils oublié la libération de Paris et le sacre populaire que De Gaulle reçoit en ce jour? Peu d'hommes dans l'histoire ont reçu une telle consécration. La fascination que De Gaulle suscite chez nos contemporains doit aussi au caractère pour le moins inhabituel de sa carrière. De retour à Paris, il installe le gouvernement provisoire de la République française. À ce titre, il exerce les fonctions de chef d'État. Mais au bout de 18 mois,
refusant d'accepter la prédominance des partis politiques, il quitte le pouvoir en 1946. Il ne reste pas longtemps silencieux. Dans un discours retentissant, il dit ce que doit être selon lui la constitution de la France. C'est cette conception qu'il appliquera en 1959 quand il fondera la Ve République. Toute notre histoire, réfléchissez-y bien, c'est l'alternance des immenses douleurs d'un peuple dispersé et des grandeurs fécondes d'une nation groupée, libre, sous l'égide d'un État fort. Aujourd'hui, nous en sommes certains. Il n'y aura pas de victoire définitive, excepté pour la clarté et pour la fermeté qui sont au total toujours les habiletés suprêmes et d'où naîtront les institutions qui conduiront la France vers son salut et vers son renouveau dans l'État républicain. Vive la République! Vive la France! Le jour va venir où notre peuple, réformant un cadre mal bâti, ce peuple, c'est-à-dire la masse immense des Français, se rassemblera sur la France. Il est temps que se forme et que s'organise le rassemblement du peuple français. Il en a fait des meetings. Surtout les 1er mai et tout ça, c'était monstre. Monstre. Et tous les coins qu'il allait, qui étaient importants, faisaient partie du service d'ordre. Il fallait empêcher les gens d'approcher trop près, parce qu'il était bien gentil, le grand Charles, mais il n'écoutait pas tellement ce qu'on lui disait. Hein. Il voulait bien qu'on écoute ce qu'il disait lui, mais pas nous. Alors, il mettait les barrières métalliques, là, il fallait qu'il aille frôler ça, passer ses grandes pattes au-dessus pour aller serrer les mains. Mais comme il y avait dit un jour, mon général, quelqu'un qui vous balance une grenade par en dessous, vous y pensez, hein. Pour lutter contre la 4e République, De Gaulle crée en 1947 le Rassemblement du peuple français, qui se veut un mouvement ouvert à tous, dépassant les clivages politiques et sociaux de la société. En 1953, après l'échec électoral du RPF, le général de Gaulle se retire à la Boisserie, propriété achetée dans les années 30. Il écrit alors ses mémoires de guerre. C'est la traversée du désert. La vie de Gaulle, elle a été marquée à la fois par des alternatives très fortes d'action et de mise en silence. Bon, qu'est-ce qui se passe quand De Gaulle repart à Colombey? Il regarde ce grand horizon avec ses bois, ses forêts, etc. Puis reprend le large. Il retrouve ce qui est important pour lui et qui va nous montrer, ce qu'il va réaliser en 1958 et par la suite. Moi, je crois que si on accepte de s'arrêter, de réfléchir, on peut tous trouver ce ressort d'humanité en nous. Le 13 mai 1958, une révolte en faveur de l'Algérie française éclate à Alger. Elle menace l'existence même de la 4e République. Et pour bien des Français, De Gaulle apparaît à nouveau comme l'homme providentiel, image mythologique qu'il conserve aujourd'hui dans notre histoire. Lors de notre dernière rencontre, si vous vous en souvenez, je vous avais fait part de mes prévisions et de mes inquiétudes quant au développement probable des événements. Et aussi quant à ma résolution de garder le silence jusqu'au moment où, en le rompant, je pourrais servir le pays.
lycéenne, je faisais de la résistance, c'est-à-dire que pour moi, c'était un mythe. On cassait le portrait de Pétain, on le remplaçait par celui de De Gaulle, parce que comme on chantait, au lieu de chanter Maréchal, nous voilà, on chantait Général, nous voilà, car De Gaulle, c'est la France, et la France, c'est De Gaulle. Donc c'était la France. Mais je dois dire que ce qui a changé tout, c'est le coup de force du 13 mai 58. Bien sûr, l'histoire s'écrit autrement aujourd'hui, parce qu'il y a eu une large légitimation de Gaulle, le suffrage universel, tout cela. Mais le 13 mai 58, je me trouvais au Forum d'Alger, j'ai vu les machines à écrire voler des États, j'ai entendu crier « Vive de Gaulle » et 48 heures plus tard, bloquée à Alger comme avocate du FLN, j'étais arrêtée par ces mêmes parachutistes qui criaient « Vive de Gaulle ». Donc pour moi, De Gaulle était l'homme du coup de force. Des masses sont anxieuses et la situation exige des décisions rapides. À Paris, 200 000 manifestants viennent place de la République exprimer leur crainte de voir le général de Gaulle abolir les libertés républicaines. Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et y ai-je une seconde attenté? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Je vous ai compris. Sur la place du Forum, chacun a le sentiment que De Gaulle non seulement le comprend, mais l'approuve. Je sais ce qui s'est passé ici. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Cela signifie qu'il faut reconnaître la dignité de ceux à qui on la contestait. De Gaulle a à coup sûr une conviction profonde, c'est celle de sa légitimité. Mais il a toujours besoin de l'avoir confirmée. C'est le sens de la libération, où le sacre de la foule à Paris le 26 août 1944 lui assure cette consécration. C'est le sens des référendums, mais c'est aussi, à un niveau plus modeste, le sens d'un certain nombre de voyages en province où il a la foule autour de lui, où il serre des mains et où il a ce sentiment de l'adhésion des Français. Pour qu'il y ait un De Gaulle, il faut être deux. Il faut aussi que le pays, en l'occurrence la France, soit prête à le recevoir. Un De Gaulle n'est pas pensable aux États-Unis, il n'est pas pensable en Angleterre. La cérémonie de la transmission des pouvoirs présidentiels au général de Gaulle s'est déroulée suivant un protocole qui compte parmi les grandes heures de la République. Après que le général Catroux lui eut remis le collier d'or et d'émaux de la Légion d'honneur, le président Coty devait déclarer au président de la République et de la communauté: Monsieur le Président de la République, le premier des Français est désormais le premier en France. J'étais convoquée avec un de mes confrères à l'Élysée comme avocate chargée de demander la grâce de 2 condamnés à mort dans une affaire absolument dramatique de la guerre d'Algérie, je crois la plus dramatique, en 1959. Et je dois dire que j'étais absolument paniquée. Le général de Gaulle ouvre la porte. Première impression, évidemment, il est très grand. Alors, première impression, il me toise, il me tend la main. « Bonjour, madame », me dit-il. Et puis, il hésite un moment, il me retoise et il me dit « Madame ou mademoiselle ?» Et tout à coup, peut-être un peu paniqué par « Pourquoi veut-il savoir Qu'est-ce que ça veut dire ?» Je lui dis « Appelez-moi maître ».
Et là, j'ai senti que De Gaulle avait tout de même le sens de l'humour. Non pas qu'il se soit mis à rire ou à sourire, mais il a hésité un moment, il a dit « Bien, veuillez entrer, maître ». Et tout au long de l'entretien, il appuiera sur le mot. Il me dira « Veuillez vous asseoir, maître. Je vous écoute, maître. » Et en effet, il écoutait. Et alors, me dit-il, ces hommes-là qui n'avaient jamais avoué, contre lesquels il n'y avait pas la moindre preuve, dis-je au général, le tribunal militaire n'a pas hésité, Monsieur le Président, il les a condamnés à mort. Et De Gaulle de poser quelques questions très précises. 48 heures après, à 8 heures du matin, coup de fil de l'Élysée, ils étaient graciés. Alors cette entrevue avec De Gaulle a changé dans ma tête beaucoup de choses. Et puis par la suite, je me disais, tout de même, si tout le monde veut à ce point lui ressembler, c'est qu'il a marqué la France. Que vienne la paix des braves, et je suis sûr que les haines iront en s'effaçant. Je m'engage à consulter les Algériens dans leurs 12 départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter. Ayant repris la tête de la France, j'ai, on le sait, décidé en son nom de suivre un chemin nouveau. Ce chemin conduit non plus au gouvernement de l'Algérie par la métropole française, mais à l'Algérie algérienne. En reconnaissant le droit de l'Algérie à l'indépendance, une fois de plus, De Gaulle doit se battre contre son propre camp. Des éléments de l'armée se dressent contre lui. Inversement, des adversaires déterminés de son retour au pouvoir se rallient à lui. En vérité, les seuls antigaullistes irréductibles sont les nostalgiques de Pétain et ceux qui n'ont pas pardonné à De Gaulle sa politique algérienne. Tous les grands chefs que nous vénérions, le général de Gaulle, même Koenig, le général Brosset, le général Massu, le général Ingold, avaient été des soldats perdus. À un moment donné, ils avaient désobéi à ce qui était malgré tout le pouvoir légal de la France, reconnu par toutes les autres nations du monde, qui était le gouvernement du maréchal Pétain, du vieux vainqueur de Verdun. Si bien la notion de ce conflit entre l'honneur et l'obéissance, pour schématiser, nous était un phénomène familier. Alors je ne peux pas dire que le jour où j'ai donné mon accord au général Charles, j'ai eu en mémoire forcément l'appel du 18 juin, ce qui aurait été vraisemblablement un petit peu prétentieux, mais dans notre inconscient de soldat, le fait qu'à un moment donné, un soldat peut être amené à dire non, ce n'est pas possible, nous était une notion familière. Je dois dire que vous vous souvenez du référendum, le dernier, où il fallait dire est-ce que oui ou non on laisse l'Algérie s'autodéterminer? La gauche avait été très divisée, on ne dit jamais oui à De Gaulle. Moi j'ai dit oui, parce qu'il m'est apparu que c'était la seule solution possible. À l'étranger, mais en particulier en Algérie, De Gaulle est l'homme d'État le plus important pour les Algériens que la France ait connu. Parce que c'est vrai qu'il a eu ce courage. Mais en même temps, j'avais dénoncé dans une campagne électorale son ambiguïté, parce que l'ambiguïté dont il a fait preuve n'a pas empêché, au contraire, à favoriser, je crois, la tragédie de l'OAS. Comme la preuve est ainsi faite de la valeur d'une constitution, qui veut que l'État ait une tête, comme depuis que je joue ce rôle, personne n'a jamais pensé que le président de la République était là pour autre chose. Je crois en toute conscience que le peuple doit maintenant, par un vote solennel, marquer qu'il veut qu'il en soit ainsi, aujourd'hui, demain et plus tard.
Ainsi, De Gaulle réussit à faire adopter par les Français la réforme institutionnelle que depuis toujours il juge indispensable, l'élection du président de la République au suffrage universel. Elle est aujourd'hui encore le pivot de notre vie politique. Il y a une chose qui, moi, me frappe énormément derrière les changements qu'il a pu apporter, les changements politiques ou les changements des institutions, il a apporté aussi de grands changements dans le domaine de l'urbanisme et dans le domaine industriel. C'était en fait quelqu'un de très moderne et je dirais très visionnaire. Je vais prendre un seul exemple, l'indépendance énergétique de la France. Nous n'avions pas de pétrole, nous n'avions presque plus de charbon, et c'est lui qui a eu la volonté d'imposer ou de convaincre les Français qu'il fallait notre indépendance énergétique à travers l'énergie nucléaire. Et si aujourd'hui 75% de notre électricité vient du nucléaire, je peux vous dire que beaucoup de pays au monde, ceux qui comme nous n'ont pas de ressources de matières premières, beaucoup de pays nous l'envient. Et ça, c'était un choix du général de Gaulle, c'était une aventure. Étant le peuple français, il nous faut ou bien accéder au rang d'un grand État industriel, ou bien nous résigner au déclin. Nous avons depuis 6 ans multiplié par 6 les crédits consacrés à la recherche. Nous organisons un marché industriel et agricole commun avec l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg. Nous perçons le Mont Blanc, nous canalisons la Moselle, nous nous unissons à l'Angleterre pour construire le premier avion de transport supersonique du monde. Nous venons de conclure avec la Russie soviétique un accord relatif à la mise au point et à l'exploitation de notre procédé de télévision en couleur. En somme, si grand que soit le verre que l'on nous tend du dehors, nous préférons boire dans le nôtre tout en trinquant aux alentours. Le général de Gaulle, qui venait d'être élu président de la République, a voulu la création du ministère qu'on a appelé des Affaires culturelles le 3 février 1959. À ce moment-là, il y avait la guerre d'Algérie, il y avait la décolonisation, il y avait d'énormes problèmes qui se posaient. Or, dans les problèmes essentiels dont De Gaulle voulait qu'on s'occupe, il y avait la création du ministère qui est devenu ministère de la Culture. Après l'accueil d'une foule venue nombreuse sur la route, le président de la République a visité avec M. Malraux la maison de la culture de Bourges, la plus importante de France. En souhaitant d'autres créations semblables, le général a mis l'accent sur l'importance de la culture, condition première de la civilisation. En inaugurant la maison de la culture de Bourges, De Gaulle dit « La culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui. Il faut que tout ce dont nous disposons puisse se répandre, être vu et entendu par le plus grand nombre possible. » Et puis il y avait un deuxième aspect, je crois, qui me paraît très très important à dire aussi, c'est que l'un et l'autre avaient une vision du monde. C'est pas tous les hommes politiques qui ont une vision du monde, c'est sûr. À l'université Lomonosov de Moscou, le président de Gaulle devait notamment affirmer ceci. Culture, science, progrès. Voilà ce qui, à notre époque, au lieu des rêves de conquête et de domination d'antan, appelle et justifie les ambitions nationales. À coup sûr, De Gaulle s'inscrit dans la grande série des héros de l'histoire de France. Le problème, c'est la taille des uns par rapport aux autres. Je dirais que De Gaulle bénéficie de l'histoire qui a été celle de la plupart de ses héros, c'est-à-dire des catastrophes et des désastres suivis de redressements spectaculaires. Il incarne une certaine image
de la France avec ce processus d'identification qu'on a à l'égard des héros, mais aussi de distanciation, parce qu'on se rend compte qu'on n'en est plus du tout là et que De Gaulle suscite une nostalgie. Il n'aurait pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapük intégrés. Vous savez, je vais vous dire, un jour, je lui ai fait dire dans un dessin, il disait à Pompidou, vous savez ce qui plaît chez moi, en moi, Pompidou, c'est que j'agace. Et bon, très bien. Et quelques temps après, je rencontre l'amiral de Gaulle, son fils, qui me dit, vous avez inventé ça, vous avez entendu mon père le dire. Généralement, je pense qu'on ne peut pas gouverner la France sans gouverner les mots, sans gouverner la littérature. Je ne connais pas aucun Français important qui n'avait pas un côté de littérature dans son caractère. Mais De Gaulle peut être plus que les autres. Je pense que son style était très proche du style Chateaubriand, que j'aimais, un style fort et large, imaginatif, et en même temps très réaliste, avec un jugement qui introduit toujours un surpris sur son appréciation les personnes, les situations et l'avenir. Contrairement à la plupart des héros nationaux, De Gaulle est peut-être encore plus populaire hors des frontières qu'en France. N'a-t-il pas développé inlassablement des thèmes qui sont devenus des évidences, mais qui à l'époque étaient révolutionnaires? La recherche d'une troisième voie entre les deux blocs, le refus des hégémonies, le droit à l'existence de chaque nation, la nation plus forte que les idéologies. Il a prévu l'écroulement du système soviétique. Il parle davantage de la Russie que de l'URSS. Il évoque l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Dans ses périples à travers le monde, il se révèle aussi bon acteur qu'en France. Es lebe Bonn, es lebe Deutschland, es lebe die deutsch-französische Freundschaft. El pueblo francés propone al pueblo mexicano, marchemos la mano en la mano y viva México! Das transmujет Россия! Das transmujет дружба! России и Франции! Witam Polskę! W imieniu braci i Francji! Niech żyje Polska! Tout le monde pense que la grandeur de De Gaulle était la libération de la France. À mon avis, il marchait plus loin comme cela. Il avait le premier qui a décidé de terminer le colonialisme. Son discours à Brazzaville était un discours extraordinaire avant la fin de la guerre. Le monde tiers, le côté économique et le côté social en même temps. Il avait cherché à créer un monde qui n'est pas occupé permanentement entre les concurrences, avec les concurrences entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il cherchait un centre social, économique et politique qui est complètement différent. L'étape internationale la plus importante du voyage autour du monde du général de Gaulle restera pour l'histoire son passage à Phnom Penh, capitale du Cambodge. Le prince Sihanouk, qui l'accueillait à l'aérodrome, avait préparé de longue date et dans leurs moindres détails, folklore compris, les fastes du séjour du président de la République française qui devait dépasser tout ce que l'on avait vu jusqu'ici en matière de réception officielle. Mais la guerre des deux Vietnams se poursuivait à moins de 100 km de là. Il n'y a aucune chance pour que les peuples de l'Asie se soumettent à la loi d'un étranger venu de l'autre rive du Pacifique, quelles que puissent être ses intentions et quelle que soit la puissance de ses armes.
Bref, si longue et dure que doivent être encore l'épreuve, il est certain aux yeux de la France qu'elle n'aura pas de solution militaire. Sur l'ensemble du mouvement de décolonisation qui existe d'un bout à l'autre du monde, je n'ai jamais cessé, depuis le jour même où la guerre mondiale m'a amené à parler, à agir au nom de la France, je n'ai jamais cessé de suivre la même direction. Considérant que l'émancipation des peuples, car c'est de ça qu'il s'agit, est conforme tout à la fois au génie de notre pays, conforme aussi au mouvement irrésistible qui s'est déclenché dans le monde. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir ici, et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. Vive le Québec! Vive le Québec libre! Pourquoi il avait été jusque-là? Voilà ce qu'il a répondu. Il a dit: j'ai vu une balance avec deux plateaux dans cette balance. Dans l'un des plateaux, disait-il, il y avait les anglo-saxons. Alors il a fait un geste comme ça pour les éliminer. Il a dit: de toute façon, ils ne m'aiment pas. Et il y avait, toujours dans le même plateau, il y avait les journalistes. Lorsqu'ils peuvent écrire, scribouiller, raconter, ça n'a pas d'importance dans l'histoire. Et puis, regardant son interlocuteur, et il y avait les gens comme vous, les diplomates. Alors là, il a fait un énorme geste comme pour les chasser de la surface de la terre. Et ils sont, tout ça, c'est dans le même plateau. Mais dans l'autre plateau, a-t-il dit, il y avait le destin d'un peuple. Je leur ai fait gagner 10 ans. Alors sur les 10 ans, peut-être se trompait-il, mais cette phrase résonne encore à mes oreilles. Je leur ai fait gagner 10 ans. Je crois qu'un des avantages de De Gaulle, c'est que, bien sûr, il incarne d'abord et avant tout le héros français, mais son message dépasse le cas français. Le message de la résistance en 40, refus de la défaite, le message ensuite de la décolonisation, le message aussi du chef d'un pays de dimension moyenne qui affirme sa grandeur. Je vais vous montrer ce que je porte sur moi. Ça, c'est mon numéro militaire. Et ça, c'est un verset du Coran. Et ça, c'est la croix de Lorraine que le général de Gaulle m'a envoyée. N'oubliez pas aussi qu'il a pris une position entre la situation entre nous et l'État d'Israël. Il a pris une position très courageuse avec le droit du peuple palestinien d'être libre, d'être indépendant et de s'autodéterminer. Ils étaient des milliers. Quelques-uns, ne pouvant résister à la fatigue, s'évanouirent et ne purent assister à l'hommage extraordinaire que le monde entier a voulu rendre par ses rois, ses chefs d'État et de gouvernement, au général de Gaulle. Rien ne montre mieux la personnalité du général de Gaulle que cette cérémonie incroyable où le monde entier mène le deuil d'un homme qui a refusé à l'avance d'être présent à cette cérémonie. Président, roi, prince, empereurs venus des 5 continents se regroupent pour rendre un dernier hommage au général de Gaulle. Et tout de Gaulle est là, le catafalque est vide. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne. En mai 1968, c'est la cassure entre De Gaulle et une partie de la jeunesse qui, rejetant le vieux monde, ne supporte plus son style. Pourtant, avec le recul du temps, leur jugement a souvent évolué. Le philosophe André Glucksmann a même écrit un ouvrage, De Gaulle, où es-tu? Dans ce qu'aujourd'hui je pense de négatif du général de Gaulle, il reste des éléments de cette époque. Il reste par exemple, pour les gens de ma génération, les Algériens jetés des ponts en 1961, les morts de Charonne, aucune punition faite en ce nom, et puis aussi toute une certaine façon de concevoir le rapport aux citoyens, qui était une façon très, au fond, très basée sur la notion d'autorité. Même si la sienne avait une légitimité qui, pour nous, qui aurait été acceptable comme étant celle de l'homme de la guerre, mais pas celle de l'homme de 58. Samedi 25 mai. Le typhon de l'émeute est passé sur le quartier latin et la France, tout entière, paralysée par les grèves, en a été bouleversée. Les menaces du lendemain ont réuni autour d'une table gouvernement, syndicats et patronat qui, discutant jour et nuit sans désemparer, parviennent à un projet d'accord aussitôt annoncé par le Premier ministre. Le rassemblement du stade Charletti, déconseillé par la CGT mais suivi par certains ouvriers, se déroulera et se dénouera dans l'ordre, après avoir suscité par son importance la crainte de nouveaux troubles. Et nous ne croyons pas aujourd'hui que la violence serait une arme efficace. Oui, le 29 mai, j'ai eu la tentation de me retirer. Et puis en même temps, j'ai pensé que si je partais, la subversion menaçante allait déferler et emporter la République. Alors, une fois de plus, je me suis résolu. C'est vrai qu'à cette époque-là, les jeunes voulaient le départ du général de Gaulle. Au fond, probablement parce qu'ils le ressentaient comme le symbole d'une sorte d'autoritarisme parental qu'eux-mêmes subissaient dans leur famille. Il y a tout le positif qui réapparaît. Le positif, c'est la politique d'indépendance nationale, c'est la réconciliation avec l'Allemagne, c'est une certaine façon de considérer que l'État doit être au service des citoyens et non pas au service des factions. Et ça, ce sont des points qui me semblent tout de même très importants. C'est une question qui a l'air scandaleuse, dite comme ça. Est-ce que la France est vraiment un pays démocratique? Alors, la France, révolution de 89, pays des droits de l'homme, etc., ça paraît tout à fait scandaleux. Mais étant bien entendu que la France est un pays d'état de droit, que la France est un pays républicain, et la démocratie, c'est autre chose. Hein. La démocratie, c'est la vie quotidienne, c'est les rapports entre les gens, c'est une façon de s'écouter, c'est une façon de négocier les problèmes. Et je pourrais vous citer d'autres pays à l'heure actuelle où je pense que l'esprit démocratique fonctionne mieux. Bon, c'est ça le problème, c'est est-ce que au tréfonds de la culture et des mentalités françaises, il a augmenté la quantité de confiance des citoyens en eux pour régler leurs problèmes, ou est-ce que il a augmenté ce sentiment d'attente d'un homme providentiel, hein? C'est une question à laquelle je ne répondrai pas, mais je crois que c'est en dehors de tous les aspects bien évidemment positifs, au plan international ou national, au plan, moi, qui m'intéresse de la culture démocratique dans notre pays, c'est la question qui moi, est fondamentale pour moi, d'où mes réserves. La réponse a été non. 11 966 000 Français et Françaises ont voté non au 5e référendum de la 5e République.
Et jamais, dans l'Hexagone comme à l'extérieur, n'aurait été ressenti si fortement l'enjeu d'une décision des électeurs français. Au-delà d'un problème intérieur, le monde y voit la remise en cause globale d'une politique. Pourtant, rien n'est encore joué dans ce sens, et tandis que le président de la République démissionnaire... 1969, quand il est parti, j'avais à l'époque 21 ans, dans ma famille, on s'attendait à un putsch de Gaulle, à que quelque chose se passe. Mais en tout cas, je vous avoue qu'on ne s'attendait pas du tout à la démission du général qui est parti après ce qu'il a ressenti comme un désaveu lors du référendum. C'est depuis l'Irlande du Sud que le général de Gaulle suit la campagne qui permettra aux Français d'élire son successeur à l'Élysée. Il a choisi d'aller vivre dans ce pays d'une beauté sauvage pour marquer sa volonté de rester étranger à la compétition qui vient de s'engager en France pour le pouvoir. C'est très émouvant et je trouve que finalement, dans l'histoire française, comme dans l'histoire de notre siècle, il jouait un rôle extraordinaire. Il a annoncé une vision complètement humaine. Malgré son côté égocentrique, il avait aussi les capacités de penser les choses qui sont dehors de lui-même, au-dehors de lui-même, au-delà profond de lui-même. Au Mont Valérien, haut lieu de l'esprit français, on a pieusement commémoré. Les premiers volontaires qui, le 18 juin 1940, se rallièrent à la Francie, où 5000 patriotes tombèrent sous les balles des